Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonne année, bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant 1 heure, bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, vous le savez, c'est 1 heure de direct. On retrouvera notre invité politique à 8 heures. Aujourd'hui, c'est Florian Philippot, le vice-président du Front National, qui sera débriefé par nos éditorialistes Denis Jambard et Yves Tréhard. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zap l'Élysée, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires dans un instant. La grippe s'installe. Cette année, le virus est en avance et extrêmement contagieux. Certains médecins préconisent donc la vaccination. Direction la Vendée, où le seuil épidémique a été dépassé dans les Pays de la Loire. Reportage d'Alix Lanos pour TV Vendée. Augmentation du nombre de consultations, de passages aux urgences et d'appels au SAMU. Pas de doute, l'épidémie de grippe s'est installée dans notre département. On est un petit peu en retard en Pays de la Loire par rapport aux autres régions françaises. Mais ça y est, la grippe, grâce aux vacances, fait son petit chemin dans toute la France et arrive chez nous, en Vendée également. Une épidémie assez précoce cette année avec un virus très contagieux. C'est un virus particulièrement contagieux. On a commencé par voir les enfants malades, puis les parents. C'est un virus respiratoire. Du coup, les transmissions se font par la toux, par les éternuements. Il est bien difficile de se protéger, même si on conseille aux enfants de tousser dans leur coude et de se laver souvent les mains. Généralement, quand le virus est dans les maisons, c'est compliqué de passer au travers. Pour passer au travers, près de 130 000 Vendéens ont reçu un bon de vaccination gratuite. Personnes âgées, diabétiques ou encore femmes enceintes, une population plus fragile pour qui la grippe pourrait avoir de graves complications. 46% de ces personnes ayant reçu l'invitation à se faire vacciner ont d'ores et déjà reçu l'injection. Les Vendéens se mobilisent plus. Par rapport à l'an passé, on a un taux de vaccination qui est meilleur. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer les efforts. On a la chance d'avoir un site internet, Tout savoir sur la grippe, qui permet donc d'avoir un maximum de renseignements et qui dynamise aussi cette vaccination. Il faut rester optimiste par rapport à cette couverture et confirmer le fait que le vaccin est sans danger et qu'il évite vraiment des conséquences graves. Et puis 70% des médecins sont vaccinés, donc ce qui prouve bien son efficacité et son innocuité. Des médecins qui recommandent la vaccination et cette année, bonne nouvelle, selon les premiers prélèvements réalisés, le vaccin correspondrait bien au virus actuellement en circulation. Le but, c'est vraiment de réduire la propagation du virus. Donc plus les personnes dans l'entourage sont vaccinées, moins il y a de chances que le virus arrive soit dans la maison, soit dans le lieu de travail. Et donc les personnes fragiles bénéficient aussi du fait que les gens autour se vaccinent. Donc quand on se vaccine, c'est bien sûr un acte personnel pour éviter de l'attraper, mais aussi pour protéger les autres. Si l'épidémie semble déjà bien installée, elle pourrait durer 9 à 10 semaines en moyenne. Il n'est donc pas trop tard pour se faire vacciner. Il faut compter 15 jours après injection pour être protégé. Et pour les plus inquiets, sachez que les vaccins anti-grippe disponibles en France sont sans adjuvant. Et maintenant, la question des travailleurs détachés qui est au centre de l'actualité. 7 chantiers suspendus en Gironde en 2015 pour fraude autour de ces travailleurs. Une problématique qui préoccupe le gouvernement qui doit lancer un dispositif pour lutter contre ce travail illégal sur les chantiers du BTP. Cette carte d'identification doit être présentée dès aujourd'hui par le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Explication avec Franck Poirot pour TV7 en Gironde. Le recours aux travailleurs détachés dans les métiers du bâtiment n'est pas une nouveauté. Il a même explosé entre 2008 et 2014. Avec la chute des prix de la construction, de nombreux maîtres d'ouvrage girondins ont eu recours à des entreprises étrangères et leurs salariés, souvent espagnols, portugais ou même polonais, pour faire baisser le coût du chantier. En soi, rien d'illégal, si ce n'est que dans certains cas, ce recours aux travailleurs détachés via la sous-traitance s'accompagne de nombreuses entorses à la législation, comme la durée du travail ou encore les règles de sécurité peu respectées. À cela, il faut ajouter les charges sociales payées dans le pays d'où sont originaires ces travailleurs détachés. Pour la Fédération du bâtiment, cela crée une distorsion de concurrence avec les entreprises françaises. Elle se bat depuis plusieurs années pour mieux encadrer ce dispositif. Il y a 2 choses. La première est l'entreprise qui arrive en France et qui vient en toute illégalité, donc qui n'est pas déclaré, le salarié qui n'est pas déclaré du tout. Et la deuxième chose est que l'entreprise est déclarée et le salarié est déclaré sur le contrat. Cependant, il dépasse le quota d'heures
La vigilance de la Fédération du bâtiment est de mise car l'activité dans le secteur de la construction, après plusieurs années de berne, repart à la hausse, plus 1 à 2% par an. Des dispositifs législatifs essayent de contrer les dérives des travailleurs détachés, parmi eux la carte d'identification du BTP. Elle doit entrer en vigueur prochainement. La Gironde est d'ailleurs un des tout premiers départements qui en sera équipé. 30 000 salariés girondins du BTP devront en avoir une d'ici la fin de l'année. Elle permettra aux agents de contrôle de vérifier si le salarié est en conformité avec la législation du travail. Un bémol toutefois, il n'y a que 15 agents pour toute la grande région qui sont habilités à faire ce type de contrôle sur les chantiers. Une page éco-responsabilité maintenant. Après les fêtes, que faites-vous de votre sapin de Noël? Pour éviter qu'il ne traîne sur le trottoir, vous avez la possibilité de le déposer au centre de compostage. Un exemple à Montpellier où jusqu'à la fin du mois, en échange de votre arbre, vous devez amener un sac et une pelle et récupérer 50 litres de compost. Une initiative mise en place par la métropole depuis 2004. Anaïs Tourès pour TV Sud à Montpellier. Des sapins de Noël sans boules ni guirlandes prêts à passer dans cette machine pour être compostés sur le site de Gramont à Montpellier et dans 20 points propreté de la métropole. Quelques arbres ont déjà fait leur apparition, une manière écologique de se séparer de son sapin de Noël. Le 3 janvier, on s'en débarrasse parce qu'après, il faut quand même ranger la maison. D'abord, c'est écolo. Et puis ça me permet de récupérer du compost et comme j'ai un jardin, et ben voilà, c'est tout gain. Donc c'est très très bien. Moi, je les ramasse chez moi, je prends le taquin moi qu'il y a pour le feu et je ramène le sapin ici. On en fait du compost et ça sert à rien de laisser traîner dans les rues de Montpellier. Pour inciter au recyclage, depuis 2004, la métropole offre 50 litres de compost en échange des arbres déposés, car après les fêtes, les sapins ont tendance à s'accumuler sur les trottoirs de la ville. C'est ce qu'on appelle des dépôts illicites, donc des dépôts qui ne sont pas légaux, contre lesquels on essaie de lutter. Et ces sapins-là, malheureusement, finiront dans la benne d'encombrants. Et là, pour le coup, ils ne seront pas valorisés par un retour à la terre. Ils finiront dans une chaîne de tri qui verra les sapins, la plupart du temps, finir ou en incinération ou en centre de stockage, ce qui n'est pas effectivement leur destination. Chaque année, la métropole distribue gratuitement 36 000 litres de compost. Une initiative qui a inspiré la mairie de Béziers. Cette année, elle recyclera, elle aussi, vos sapins de Noël. Après le sud, de direction les Hauts-de-France, la métropole européenne de Lille a annoncé un nouveau plan vélo. Des aménagements cyclables et une aide à l'achat d'un vélo ont notamment été évoqués. Pour les cyclistes, c'est un pas en avant. C'est un reportage d'Adrien Bousmar et d'Adéline Bohart pour OEO TV. Plus de cyclistes dans les rues de Lille d'ici à 2020. C'est l'objectif présenté dans le nouveau plan vélo de la métropole européenne de Lille. Dans la capitale des Flandres, 60 zones dangereuses pour les cyclistes ou points durs ont été répertoriées. Pour y remédier, une enveloppe de 30 millions d'euros a été débloquée. Sur 3 ans, nous allons créer 100 km de bandes cyclables et de pistes cyclables complémentaires. Lorsque l'on aura résolu les points durs, c'est-à-dire les carrefours dangereux, les ronds-points dangereux, les franchissements dangereux, nos concitoyens seront encouragés à emprunter leur vélo, c'est une certitude. En 2010, la MEL s'était fixé l'objectif de faire grimper la part du vélo dans les déplacements. Entre 2006 et 2016, une baisse d'1,5% a été observée. Pour les cyclistes, c'est en raison d'un manque de sécurité sur les routes. On est sur la rue Javary, c'est la rue qui dessert la gare Lille-Flandre au quartier de Fives via le pont de Fives. Et vous voyez bien que c'est assez délicat, voire très délicat de l'emprunter en vélo. D'une part parce qu'il y a énormément de circulation et d'autre part parce que la voie est très étroite. Les voitures ne peuvent pas nous doubler, notamment là-bas, à cause du terre-plein central. En plus des pistes cyclables et la création de 6 nouveaux abris à vélo, une aide à l'achat à hauteur de 150 € va être mise en place dès le 1er avril. Grâce à ce plan d'encouragement de la MEL pour l'achat d'un vélo, chaque famille pourra bénéficier tous les 3 ans, si elle le souhaite, d'une aide à l'achat à son vélo. Pour 2020, l'objectif est de 10% de la part du vélo dans les déplacements. Aujourd'hui, une ville comme Ostende présente un taux de 35%, preuve qu'il est possible de faire cohabiter piétons, automobilistes et cyclistes. Sans transition, les soldes en France commencent le 11 janvier, mais elles ont déjà démarré en Italie. À la frontière, la ville de Menton est prise en étau et les commerçants s'organisent pour ne pas trop souffrir d'ici la date de début des soldes d'hiver dans les Alpes-Maritimes. Caroline Fayolle pour Azur TV. Chaque année, c'est la même chose. Les commerçants mentonnais sont pénalisés en période de solde par rapport à leurs voisins frontaliers.
C'est le cas de Sylvie, gérante d'un magasin de prêt-à-porter situé dans la rue piétonne de Menton. On est en retard par rapport au chiffre d'affaires. On est décalé. On perd voire 10 à 15 jours. Tout dépend de la date des soldes. Parce que d'habitude c'est le 3, maintenant avant c'était le 5, maintenant c'est le 11. Et les clients attendent. Une concurrence déloyale pour les commerçants. Pour pallier à ce retard, ils font preuve de subterfuge pour pratiquer des rabais et s'aligner sur leurs voisins. On est pris entre deux feux depuis déjà plusieurs décennies, on est habitué. Donc on pratique quand même des remises par obligation, sans utiliser les mots fatidiques qui sont soldes, promotion, auxquels on n'a pas le droit, mais toute la région est obligée quand même de pratiquer, de s'aligner sur les prix environnants. Des remises pouvant aller de 20 à 40%. Pour une grande majorité des acheteurs, l'attente avant le coup d'envoi officiel ne sera pas si long. Oui, à Menton, bien sûr, oui. J'habite ici, oui, donc tant qu'à faire, je préfère faire marcher les commerçants de ma ville, c'est quand même plus sympa. C'est dommage parce que du coup, les gens, s'ils veulent faire le solde, vont soit à Monaco ou en Italie, donc peut-être que du coup, ils vendent moins, ils profitent moins des soldes à Menton. Faut profiter. Les bonnes affaires, ça n'attend pas. Dans l'absolu, les commerçants mentonnais aimeraient que les dates des soldes d'hiver soient harmonisées par rapport aux autres magasins. Dans les Alpes-Maritimes, elles débuteront cette année, le 11 janvier prochain. On reste dans le sud, mais de l'autre côté, ils veulent sauver le stade historique de la ville, le symbole de tout un quartier. Les écologistes et quelques habitants se sont rassemblés devant le stade de la Mosson à Montpellier hier. Ils lancent une pétition en ligne et veulent convaincre les élus de la métropole que le projet de nouveau stade à Odysseum n'est pas nécessaire. Céline Durchon pour TV Sud. Ici, c'est la paillade, sauvons le stade de la Mosson. C'est le slogan affiché par ces élus d'Europe Écologie Les Verts. Soutenu par quelques habitants de la paillade à Montpellier, ils lancent une pétition en ligne. Pas question de détruire le stade devenu le cœur battant de tout un quartier. Toute ma vie, j'ai côtoyé le stade. Donc je suis naturellement nostalgique et il y a même du rêve. Je me suis entraîné en étant moi-même gamin. Je suis tout le temps venu au stade. Donc c'est une histoire. On ne peut pas expliquer l'inexplicable. Ça n'a pas de coût pour moi. C'est qu'on m'enlève un rêve, qu'on m'enlève une histoire, ça n'a pas de coût. En novembre dernier, Philippe Sorel a dévoilé le projet de construction d'un autre stade qui verra le jour dans le quartier Odysseum d'ici 2020. Un nouvel écrin plus grand et plus accessible pour remplacer celui de la Mosson, inondé à plusieurs reprises. L'argument qu'on nous a donné pour dire qu'on construisait un nouveau stade, c'est de dire les assurances ne couvrent plus les dégâts des eaux. Alors, on a une demande très très simple, qui est de dire donnez-nous les éléments et les courriers des assurances qui refusent de couvrir ce stade. Il y a 2 ans, il y avait un projet porté par l'agglomération qui prévoyait la rénovation de ce stade, une rénovation qui permettait de régler ces problèmes et surtout de remettre aux normes internationales. Alors, pourquoi il y a 2 ans on rénovait ce stade et pourquoi aujourd'hui on veut l'enlever du quartier de la Paillade ? Un projet de rénovation jugé finalement trop coûteux. Avec cette pétition, les Verts espèrent faire renoncer les élus de la métropole de détruire le stade de la Mosson et trouver une autre solution plus simple et moins chère. Et pour finir ce journal, un sujet sympathique. Depuis plusieurs jours, un bébé phoque avait été repéré au large du littoral girondin. Blessé, il a finalement pu être sauvé et pris en charge par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. En attendant de rejoindre l'océan, il se fait soigner à Audange, sur le bassin d'Arcachon. Christophe Chavanneau pour TV7 en Gironde. À peine âgé de 3 semaines, ce phoque gris, encore très affaibli par son échouage sur une plage du Porge, a été ramené à ce centre de soins de la LPO Aquitaine afin de lui prodiguer les premiers soins. Il était dans un état quand même relativement de faiblesse. C'était un animal qui avait l'air très apathique. Il saignait pas mal du nez, il avait plusieurs plaies. Il avait une fracture aussi du membre antérieur gauche, donc une fracture quand même assez importante qui le gênait dans ses déplacements et sûrement dans la nage également. Il avait des plaies assez importantes un petit peu partout. Et il avait aussi un petit peu de fièvre hier et de la diarrhée. Il était un peu déshydraté, donc c'est un animal qui présente tous les symptômes d'un animal en état de faiblesse en fait. Après 24 heures ici, à Audange, la petite femelle est prise en charge par le réseau national échouage de Pélagis. C'est fréquent et surtout en hiver, qui est la période de reproduction des phoques gris, la période de naissance des phoques gris. Donc oui, ça va arriver de plus en plus là. Cette petite femelle va être transférée à Océanopolis et va rester en soins jusqu'à ce qu'elle ait atteint la taille et le poids minimum pour qu'elle soit apte à vivre toute seule en milieu naturel.
Un échouage assez rare sur nos côtes puisque cette espèce se trouve plus généralement en Bretagne. Le problème en fait des côtes de Gironde, c'est qu'elles n'ont pas de relief escarpé dans lesquels les animaux peuvent rester tranquilles et se cacher. Et ils se retrouvent toujours sur les plages qui sont extrêmement fréquentées en Gironde. Donc le problème principal et celui qui nous inquiète le plus, c'est celui de se retrouver dans le cas du phoque you, c'est-à-dire un problème d'imprégnation, un problème de sursollicitation par les gens. Donc soit l'animal va être épuisé parce qu'à chaque fois qu'il essaie de se reposer sur les plages, il va avoir des gens autour de lui et donc il va retourner à l'eau à chaque fois épuisé. Soit l'animal va s'habituer à l'homme, c'est ce qui s'est passé avec le phoque you, avec des problèmes d'imprégnation et dans ce cas-là, ça devient un animal qui potentiellement pourrait être dangereux pour l'homme aussi et pour lui-même. Donc ça, c'est malheureusement le problème principal qui nous inquiète à l'heure actuelle sur les côtes de Gironde, c'est le problème de cohabitation avec l'homme. Il faudra donc plusieurs semaines à ce jeune phoque gris pour retrouver de nouveau ses eaux natives bretonnes. La Ligue de protection des oiseaux a d'ailleurs lancé un appel aux dons via une campagne de financement participatif, une première pour l'occasion, qui protège la faune sauvage. Voilà, l'objectif, c'est de récolter 25 000 €. La cagnotte en est déjà à la moitié de cet objectif et vous pouvez écrire à TV7 en Gironde si vous souhaitez y participer. Voilà, avant d'accueillir les éditorialistes de la presse quotidienne régionale, la une de vos journaux PQR ce matin dans un instant. Et dans l'actualité, et cela fait polémique, et pas seulement dans la région, à Saint-Nazaire, STX vendu aux Italiens et l'industrie française. Point d'interrogation, titre l'Écho de Haute-Vienne. L'italien Fincantieri a été retenu pour la reprise de STX France. 2600 salariés et des commandes jusqu'en 2026. Les salariés sont inquiets sur le maintien de l'intégrité du site. Pour le Parisien, c'est la vitamine D, l'appel à la vigilance, la pipette du médicament Uvestérol servant à l'administration de la vitamine D est sous haute surveillance après la mort d'un nourrisson. Et vous le savez, Marisol Touraine, ce matin, a annoncé la suspension de ce médicament. Le recensement en France cette semaine, et à Marseille, c'est le titre de la Provence, journal dirigé par Claude Perrier. Nous sommes 858 120. La démocratie n'a connu qu'une augmentation faible ces 5 dernières années, avec une hausse de 0,2% par an. C'est le recensement de la population marseillaise, la démographie qui est en titre de la Provence à Marseille aujourd'hui. Pour Paris, Normandie, c'est prix, pollution, baisse de la consommation, le diesel perd du terrain. Et puis pour l'Union, c'est lié à ça. Paris n'a pas l'apanage de la pollution. Nos départements ont aussi subi en décembre des épisodes de pollution aux particules fines sans qu'aucune mesure ne soit prise et c'est pas épargné par la pollution, le titre de l'Union de Reims aujourd'hui. Pour La Dépêche, 105 ans, l'âge de tous les records. C'est aujourd'hui que Robert Marchand, 105 ans, s'élance sur son vélo pour battre le record du monde de l'heure. Mais qu'est-ce qui fait courir les centenaires? C'est le titre de La Dépêche, avec également en sous-titre la pollution, transport gratuit, point d'interrogation dans La Dépêche du midi. Une média très intéressante dans le journal d'Hubert Coudurier, le Télégramme aujourd'hui, la percée des petites chaînes, des grandes chaînes. Seul M6 tire son épingle du jeu grâce notamment à la retransmission de l'Euro de football. On retiendra surtout les performances des petits canaux de la TNT qui marquent encore des points. C'est ce qui ressort des chiffres d'audience 2016 que vient de publier l'Institut Médiamétrie. Et aussi les unes politiques à 8 jours du premier débat à la télévision, le débat évidemment des primaires de la gauche. Valls revient aux heures sup défiscalisées, c'est le titre de la Nouvelle République. Pour Libération Champagne, c'est une primaire de frères ennemis. Les programmes de Manuel Valls et de Vincent Peillon se ressemblent, mais pas sur tous les points. On va y revenir dans quelques instants dans le débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale qui sont sur notre plateau. Enfin, Sud-Ouest, Valls, Peillon, premier choc de campagne. L'ex-premier ministre et l'ancien ministre de l'Éducation, tous les deux candidats à l'investiture, ont présenté chacun
leur programme et Sud-Ouest les décrypte. Ça tombe bien puisque Manuel Valls et Vincent Peillon ont dévoilé hier ce programme présidentiel à 8 jours du premier débat télévisé. Pour en parler, j'accueille 3 éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Zoé Cadio pour commencer, bonjour. Bonjour. Ici ce matin pour le Midi Libre et l'Indépendant. Bonjour, merci d'être là Zoé. Guillaume Doyen qui dirige la rédaction de la Gazette des Communes. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Christian Bidonneau, le directeur de la rédaction de Top Outre-mer. On aime bien accueillir dans Territoire d'Info des éditorialistes des départements et territoires français, comme on les dit maintenant. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Manuel Valls a tenté hier de donner une connotation sociale et fraternelle à sa candidature à la Maison de la Chimie, rue Saint-Dominique, alors que Vincent Peillon, l'eurodéputé, a dévoilé mardi son projet présidentiel dans le 12e arrondissement, lui, de Paris, dans un quartier beaucoup plus populaire, un programme qu'il dit inscrit dans l'histoire du socialisme et de la gauche, Zoé Cadio, un programme axé aussi sur l'Europe en même temps. Alors oui, tous les deux ont présenté un programme assez européen. C'est assez, ça peut être surprenant aujourd'hui dans la mesure où l'Europe jusqu'à maintenant dans la campagne présidentielle avait été souvent écartée. Alors il faut savoir que les deux hommes sont bien sûr les deux têtes d'affiche entre guillemets de cette primaire, hein, même s'ils sont rentrés très tardivement. Leurs programmes sont assez communs au point que dans l'équipe de Valls, on se demande même pourquoi Monsieur Peillon est parti dans cette campagne. Mais il y a quand même quelques différences. Alors les différences sont bien sûr sur l'Europe. Alors Vincent Peillon appelle sur un New Deal européen, un grand plan européen, genre Grand Marshall. C'est une idée aussi qui est aussi déclinée chez Valls. Comme chez Vincent Peillon, il demande aussi de revoir un peu toute cette politique d'ouverture aux autres pays européens. Donc on arrête. Valls va plus loin, il rejette même l'intégration de la Turquie dans l'Europe. Donc on voit que maintenant il y a vraiment des marqueurs. Vous disiez aussi que excusez-moi, Manuel Valls veut aussi apparaître comme un homme de gauche. Ce qui est très marrant, et c'est vous qui le soulignez tout à l'heure, c'est que quand même il a présenté son programme à la Maison de la Chimie dans le 7e arrondissement de Paris. Je ne sais pas si au niveau des symboles c'est vraiment une terre, je dirais, populaire, contrairement justement à Vincent Peillon qui lui a été dans le 12e, rue de Charenton, qui est vraiment un des grands quartiers, je dirais, moins cossus de Paris. Il n'en reste pas moins que les fondamentaux restent, les fondamentaux valsistes, hein, lutte contre le terrorisme, la République, l'Europe, la laïcité, la compétitivité, et puis un revenu décent. Alors, le revenu décent, comme le soulignait mon confrère tout à l'heure, c'est que le revenu décent est c'est une idée qui a été vraiment, je dirais, peut-être c'est une vieille idée qui a été portée par un élu d'outre-mer il y a 6-7 ans, mais il faut savoir quand même que ça a été une idée qui a été portée par Benoît Hamon au départ, et tout le monde un peu s'est moqué de lui. Et finalement, après, tout le monde l'a repris un peu à son compte. Alors, ce qui est marrant, c'est que Manuel Valls parle d'un revenu décent. Vincent Peillon, lui, est plus dans le subtil. Il parle plutôt d'un bouclier fiscal pour les plus modestes, en disant aussi qu'il faut faire des efforts. Mais on voit qu'aujourd'hui, on essaye quand même de marquer la gauche. Et ça, c'est pour répondre évidemment à François Fillon, qui a un programme plus brutal, semble-t-il, sur la question sociale. Bien. Alors, vous parliez il y a un instant d'un revenu décent. Alors, vous venez nous parler d'un économiste guyanais, Philippe Danao, qui théorisait il y a très longtemps le revenu de développement, hein, alias revenu de base, revenu universel, revenu social. Il était très en avance. Il a commencé en 2010. Ensuite, il y a eu la création d'un site internet. Et à la différence des propositions de tous les candidats, c'est qu'il s'appuie sur 4 mesures. Le revenu de développement, donc 1 000 € pour tous les Français de 16 ans à leur mort, 500 € de 0 à 16 ans, et accompagné évidemment par 3 autres mesures, les maisons familiales et rurales, le service civique et le microcrédit. Et je dis bien pour tous les Français, quel que soit leur revenu. Hein. Il avait pensé à ces thèses quand ? Il y a combien de temps ? Il a commencé en 2010 et il y a eu la création d'un site internet en 2012. Et après, donc, il y a eu une distribution de son programme à tous les candidats politiques qui, au début, ont accepté, parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez référencé dans ce milieu. Et puis maintenant, je vois fleurir dans tous les journaux, dans toutes les émissions, ce revenu. Lui, la priorité, c'est vraiment un revenu pour tous les Français. Mais il y a certains politiques qui quand même prennent certaines réserves par rapport à ça, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a aussi des réserves par rapport au fait qu'il y a l'assistanat et la solidarité. Et avec les revenus et les minima d'insertion, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est plus dans l'assistanat que dans la solidarité. Et c'est là où Valls joue un peu sa carte en disant attention, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Ok, pour les minima sociaux, on les fusionne, mais pas à n'importe qui et comment. D'ailleurs, pour son revenu décent, dans les premiers temps, c'est jusque pour les jeunes, et ça sera après que ça sera
sera élargie parce que c'est aussi une mesure qui coûte très cher. Alors Guillaume Doyen, les idées chocs de Vincent Payon, c'est le plafonnement de la taxe d'habitation, interdiction du diesel, création d'une banque du temps. Ça rappelle un peu le mystère du temps libre. Vous vous rappelez des premiers pas en 81 de François Mitterrand et de Pierre Mauroy. J'en ai quelques souvenirs. Dans le programme de Fillon, ce qui m'a pas mal marqué, c'est notamment les 1000 milliards d'investissements européens qu'il souhaite réaliser. Payon, absolument. J'ai dit Fillon. J'ai dit Fillon. Alors voilà, c'était un bon lapsus parce que c'était pour apparaître à l'encontre justement du fameux Fillon, non pas comme le père Fouettard ou comme le père Larigueur, mais comme le père La Dépense. Donc une grande relance, un New Deal, comme tu l'as mentionné, c'est ça. Et de même Valls aussi, tout en gardant cette posture d'homme d'État, un peu raide de la nuque. C'est le régalien quand même, malgré tout, il veut réenclencher de la dépense. Mais cela dit, on notera que les deux, Valls comme Payon, ne sont pas aussi liés que Fillon sur certaines mesures extrêmement fortes qui sont dangereuses et que Fillon peut traîner jusqu'à la présidentielle, je pense. Voilà, alors, lapsus révélateur sur François Fillon. Juste un mot, je suis chrétien et gaulliste, en gros, il a dit sur TF1. Dans son parcours, il y a pas mal de choses, en fait. Il y a le gaulliste, oui, qu'il a été, le gaulliste souverainiste. Il y a le libéral, tel qu'il se présente maintenant. Et puis, chrétien, ça c'est aussi chrétien au sens solidaire. Parce que ces annonces, ça purge, comme dit Valls, passent pas très bien. Donc il va falloir qu'il rectifie le tir. Vous savez, pour être élu, ça va être difficile. Pour être élu en France, il faut 50% plus une voix. C'est tout. Voilà. Donc, Guillaume Doyen, le vrai bilan de François Hollande à la une de la Gazette des communes, ville, région, département, au niveau local, le président a accumulé les réformes, mais les a-t-il réussi? C'est la question que vous posez. Oui, alors je vous fais une réponse de Normand. Voilà une pendant que vous parlez. Mais il a fait énormément de choses. Alors les régions, ça rappelle, les 13. Il a fusionné un grand nombre d'intercommunalités. Il y a 40% d'intercommunalités en moins. Il a créé des métropoles. On en a une quinzaine maintenant. La France est recomposée par le président de la République. On va voir à partir de maintenant, pratiquement c'est maintenant que ça va se mettre en œuvre et on va voir comment ça fonctionnera. Merci Guillaume Doyen. Christian Bidonneau, Top Outre-mer est un site et un guide sur tout ce qui se passe en Outre-mer. C'est un site généraliste d'information. Vous êtes le directeur de la rédaction. Vous vous battez depuis 5 ans pour faire figurer dans le guide Michelin les régions d'Outre-mer qui n'y figuraient pas. C'est aberrant. Oui, c'est aberrant. Ça serait dans d'autres États, les régions attaqueraient. Et donc surtout que maintenant que Michelin a élargi sa gamme, puisqu'il y a des bibes gourmands, il y a des restaurants intéressants, il y a des petites auberges, et pas d'outre-mer. Donc toutes les régions sont occultées. Donc quand j'en ai parlé à Michael Ellis, le directeur américain du guide Michelin, il y a 5 ans, chaque année... Ça met 5 ans 5 ans. Chaque année, il promet, quand il y a la remise des étoilés, je lui parle, je prends même la parole en public. Et alors cette année, pour pousser le bouchon, j'ai fait une pétition qui a été signée par le ministre de l'Outre-mer, des Affaires étrangères, par les députés, les sénateurs, les présidents de comités de touristes et syndicats. Et donc là, la machine s'est enclenchée, sauf que c'est une question d'argent. Quand le guide Michelin rajoute Hong Kong ou n'importe quel pays, il faut que ça soit financé par de la publicité, hors restaurant et hôtel. Donc là, la démarche est en cours et il y a 2 mois, il m'a envoyé un petit SMS en disant que c'est en discussion avec le gouvernement. Alors je pose la question parce que je sais que Zéo Cadio est intéressé par ça. Oui. Christiane Taubira, qui va-t-elle soutenir dans ces primaires de gauche? Est-ce que déjà elle s'est prononcée pour dire qu'elle ne se présentait pas? Je sais pas. Non. Et vous pensez qu'elle va y aller? Tout est possible. Tout est possible. Et après, pour encourager quelqu'un, elle va faire comme beaucoup en disant j'attends les programmes et puis on va attendre un peu. Mais il ne faut pas oublier... Elle reste très populaire en Guyane. Elle est populaire dans tout l'outre-mer. Et il ne faut pas oublier que l'outre-mer, ça pèse très lourd au niveau des élections nationales. Merci Christian Bidonneau. Vous reviendrez, directeur de la rédaction de Top Outre-mer. Merci Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant. Et merci Guillaume Doyen de la Gazette des communes d'avoir fait cette rentrée 2017 avec nous. On passe à la météo des territoires. Ça tombe bien, Christian Bidonneau, le temps qu'il fait en France, mais aussi, et c'est une particularité de Territoire d'Info, une météo des départements français, d'Amérique, du Pacifique et de l'océan Indien. On la regarde ensemble. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Et maintenant, on regarde le Zap Élysée, le premier zapping politique des matinales d'infos à la télévision. Vous vous voyez à l'Élysée? Oui, je me vois à l'Élysée. Je me vois en situation de répondre plus efficacement à un certain nombre des grandes questions qui sont posées aux Français, aux seniors comme aux jeunes. C'était les cadras, ils sont aujourd'hui quinquas, bientôt sexta pour certains. Ils se connaissent par cœur, ils ont comploté ensemble. Manuel Valls et Vincent Peillon présentent tout à l'heure leur projet. Il était temps, à moins de 20 jours du premier tour. Une semaine de réflexion pour penser un projet présidentiel. On n'est pas clairement dans l'improvisation. Mais attendez, on n'improvise rien, c'est pas une semaine de réflexion. Manuel Valls est en politique depuis 30 ans. Je défends un programme de transformation concrète du système économique et financier. Ce sont des réformes audacieuses, mais réalistes. Des solutions qui marchent. Il a été Premier ministre, il a eu à affronter des crises, il a une expérience. Donc pendant qu'il était aux responsabilités, il pensait à son projet présidentiel. Vous cherchez toujours Caroline Roux, la petite bête. Manuel Valls, vous l'avez vu dans la dernière primaire, on le sait depuis des années, il incarne plutôt l'aile droite du Parti socialiste. Il se recentre aujourd'hui. C'est possible. Moi, je ne me recentre jamais, parce que je n'ai jamais quitté le centre. J'ai toujours tenu les mêmes propos, j'ai construit les mêmes projets, j'ai eu les mêmes attitudes. Et donc, je n'ai pas à changer en fonction des circonstances. Je refuse cette vaste purge que nous prépare François Fillon. Réduction drastique du nombre de fonctionnaires. Et donc, moins de services publics, moins de professeurs et de classes dans nos écoles. C'est aussi parce que la gauche dit que vous allez aggraver les inégalités sociales, que vous êtes venu ici rassurer peut-être les Français? Je viens vous expliquer que la gauche porte, avec la droite d'ailleurs, une grande part de responsabilité dans la progression de la pauvreté. Regardez le programme de M. Fillon. Des bénéfices pour quelques-uns, des sacrifices pour tous les autres. Un salarié me disait que c'était que de la com, tout ça, et qu'on ne découvre pas Emmaüs via une visite guidée avec des journalistes. Vous lui répondez quoi? Mais il fallait pas que vous veniez alors. Oui, Fillon va nous rendre malades, parce que le projet qu'il a sur la santé est un projet qui est catastrophique, dans lequel, très objectivement, les seuls qui continueront à être soignés, ce sont les riches et les clandestins. Je réformerai la sécurité sociale. J'ai été amené, compte tenu de l'excès de critique, à préciser un point, mais je vais vous dire... Préciser, pardonnez-moi, modifier. Non, vous disiez, cela passe par un panier de soins solidaires dont sont exclus les soins de confort et la bobologie. Mais 25 novembre dernier. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Moi, je voulais vous parler de votre équipe de campagne. Vous êtes près de 80, vous avez le record de toute la primaire socialiste, puisque Arnaud Montebourg n'est qu'à 77, Manuel Valls à 18 et François de Rugy à 3. Je voulais que vous répondiez un petit peu à ces accusations d'armée mexicaine. Ce n'est pas dans mes grandes ambitions pour la France. Je vous remercie de la qualité de votre question. Et comme on m'a dit à l'instant que la séance était finie, elle est finie. Merci beaucoup. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, bonjour l'invité politique ce matin, c'est Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Florian Philippot. Vous interrogez à mes côtés ce matin Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour Gilles. Bonjour. Et Véronique Jacquier pour Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à Merci tous. d'être avec nous. Florian Philippot sur France 2, hier au soir, attaque de Vincent Peillon sur le fascisme rampant de Marine Le Pen. Ça vous a choqué? Oui, bien sûr, c'est toujours choquant quand on voit aussi bien une famille politique une personne, Marine Le Pen, et donc des millions d'électeurs derrière être insultés par ces gens-là qui n'ont aucune leçon à donner, qui ont effondré notre République, qui ont effondré notre système social. Voilà, bon, enfin écoutez, j'ai vu par contre qu'il nous sortait quelque chose. Monsieur Peillon nous a expliqué hier que la laïcité avait été à l'origine de l'étoile jaune et aujourd'hui de l'amalgame entre islamisme et islam. Là, le terrain. Oui, c'est ce qu'il nous a expliqué hier. Oui. Bon, donc n'importe quoi. Voilà. Donc il ferait bien de réviser un peu son histoire. Non, mais vous trouvez que ces termes-là ont un sens? Comment vous ces termes-là ont un jugez cette sens, campagne qui démarre au fond très durement? Bah écoutez, nous on va répondre sur le fond des idées. Voilà. Donc Monsieur Peillon, il sera dans l'insulte s'il le souhaite. Il parlera de fascisme si ça l'amuse. Nous on parlera de chômage, on parlera d'islamisme, on parlera de pouvoir d'achat.
On parlera de sécurité des Français, on parlera de petites retraites, on parlera de ce qui intéresse les Français et de nos propositions. Florian Philippot, à propos de laïcité, François Fillon était hier soir aux 20h de TF1, il a dit « Je suis gaulliste et de surcroît chrétien ». Ça vous choque qu'il affiche comme ça une conviction religieuse, surtout qu'il entre lui aussi en campagne et qu'il va jouer là-dessus ? S'il en joue, je pense que ça n'est pas l'objet. Enfin, il fera ce qu'il souhaite. Mais moi, je veux dire, je pense que chacun peut garder aussi ses convictions personnelles et religieuses pour soi. Maintenant, il a le droit de dire qu'il est gaulliste et qu'il est chrétien. Qu'il est chrétien, je ne lui contesterai pas. Qu'il soit gaulliste, je me permets de le contester. On n'est pas gaulliste quand on transfère la souveraineté nationale de notre pays à des instances non élues supranationales. C'est exactement l'inverse du gaullisme. Le gaullisme, c'est la bataille permanente pour l'indépendance nationale, pour la grandeur. Ce n'est pas la bataille pour donner tous les pouvoirs à des technocrates de Bruxelles, à des gens non élus qui décident de l'avenir de millions de Français. Il y a quelques jours, avant les fêtes, vous aviez dit que le candidat LR, je vous cite, a un problème avec la laïcité. Quand vous entendez François Fillon hier, vous êtes rassuré ou on n'a pas très bien compris votre sentiment là-dessus. Moi, je me fonde sur des faits. Je me fonde d'abord sur le bilan de François Fillon, aussi bien comme ministre de l'Éducation nationale, qui est à l'origine de cette circulaire dont on reparle chaque année, parce qu'elle fait polémique chaque année, qui permet, c'était en 2004, qui permet d'adapter, de décaler des épreuves du baccalauréat en fonction des fêtes religieuses. Je trouve que ça n'est pas l'esprit de la laïcité ni de la République. Deuxièmement, il fut le premier chef de gouvernement de la Ve République à aller inaugurer officiellement, comme Premier ministre, une grande mosquée. C'était en 2010, c'était à Argenteuil. Quand on fait cela, on le fait dans un esprit communautariste, on le fait dans un esprit peut-être clientéliste. En tout cas, on ne le fait pas dans un esprit républicain. Attendez, je pense que ça pose un vrai problème. Au pouvoir, imaginez, vous êtes un jour Premier ministre, vous refusez d'aller inaugurer des mosquées. Oui, bien sûr. Mais je n'inaugurerai aucun lieu de culte. Mais comme on faisait avant 2010, c'est pas préhistorique. C'était avant que François Fillon ait lancé cette mode qui n'est pas républicaine. C'était à Argenteuil en 2010. On comprend bien globalement que François Fillon, on le sent bien derrière vos propos, c'est votre adversaire privilégié. Il vous gêne un peu ? Non, moi je le vois vraiment comme un candidat caricatural face à nous, vraiment sur tous les points, à l'opposé de ce que nous sommes. C'est le candidat de Bruxelles, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est très dur sur le plan social et très inefficace, parce que la potion qui a été appliquée en Grèce, ça ne n'a servi à rien. Or, il la reprend point par point. Retraite à 65 ans, privatisation, 500 000 fonctionnaires en moins, hausse de la TVA pour tout le monde, mais suppression de l'ISF. Et puis, ce qu'on connaît sur la sécurité sociale, qu'il a confirmé hier, c'est-à-dire une dévastation de notre régime de sécurité sociale. Et en parallèle, c'est la mollesse en matière migratoire. C'est ça être candidat de l'Union européenne. François Fillon, il refuse les frontières nationales et il veut un Schengen puissance 2. Il est donc un parfait petit soldat de Bruxelles. Moi, c'est pas du tout ce que je veux. Je veux des frontières nationales et je veux une protection. Florian Philippot, il y a une ambiguïté quand même pour vous. C'est un adversaire dangereux, a dit Marion Maréchal Le Pen. Oui, mais peut-être avant d'avoir lu son programme. Vous savez, on sortait des primaires, je crois que personne n'avait vraiment lu l'intégralité du programme de François Fillon. Une fois qu'on a lu son programme, une fois qu'on se souvient de son bilan, ministre 5 fois, puis Premier ministre pendant 5 ans, honnêtement, on se dit, il est caricatural. Il est caricatural. Il a un programme qui serait une catastrophe pour la France. Aussi bien, je le disais, du point de vue de la laïcité que de sa sécurité, parce qu'on n'arrivera pas à s'en sortir avec un pays grand ouvert, qui continue à ne pas avoir de frontières, qui continue à tolérer le fondamentalisme islamiste et une immigration massive chez lui, et en même temps, on ne s'en sortira pas avec une politique d'austérité, une politique brutale du point de vue économique et social. Avant de parler du programme de Marine Le Pen et de son entrée en campagne, vous avez une difficulté, c'est qu'il vous manque 6 millions d'euros. Est-ce que vous demandez une nouvelle loi pour pouvoir faire en sorte que les banques vous donnent de l'argent, les banques françaises ? Est-ce que vous estimez que c'est un scandale ? Nous prêtons. Oui. Pas nous donne. Mais prête, bien sûr. Oui, bien sûr, cette loi, nous la réclamons depuis longtemps. Une loi qui désignerait un établissement bancaire français ou plusieurs qui serait en charge de financer l'intégralité des candidats à l'élection présidentielle. Voilà, je pense que ça réglerait tous les problèmes. Mais qu'est-ce qu'il y a pour vous derrière le fait qu'on vous refuse un prêt, que les banques françaises vous refusent un prêt ? Est-ce que d'où vient cette agressivité ? Est-ce que c'est parce que les banques ont peur de perdre des clients si elles disent je prête au Front National ? Elles ne prennent aucun risque parce qu'on fera plus de 5%. Nous aurons nos parrainages, donc il n'y a pas de risque financier. Donc c'est forcément une espèce de choix politique, un espèce de choix politique, de discrimination politique. C'est pas acceptable. C'est pour ça qu'il faut cette loi. Ça n'est pas acceptable que ce soit les banques qui décident qui peut être candidat dans les meilleures conditions ou pas candidat. Mais qu'est-ce qu'il y aurait candidat dans des loi ? Conditions plus difficiles. Qu'est-ce qu'il y aurait dans cette loi ?
Une loi qui chargerait peut-être la Banque de France de désigner des établissements bancaires français qui prêteraient aux candidats. Ça réglerait le problème une bonne fois pour toutes. Mais aujourd'hui, ça n'est pas normal que les clés de l'élection soient dans les mains de la finance, des grandes banques. Alors c'est vrai qu'on n'est pas les amis de la grande finance, c'est vrai ça. Mais est-ce qu'on doit le payer politiquement? Non. Sinon, on n'est plus vraiment en démocratie. Est-ce qu'on peut parler un peu du programme, de votre programme, de votre candidate, notamment sur les réformes institutionnelles. On a remarqué que vous, au fond, vous gardez la constitution gaulliste. On en parlait il y a un instant, parce que finalement, vous réduisez un peu les parlementaires, mais vous gardez l'Assemblée et le Sénat tels que. Oui. Vous gardez le 49.3, alors que Manuel Valls, lui, veut le supprimer. Finalement, elle vous va pas mal, cette Constitution? Oui, elle nous va pas mal, cette Constitution. Elle est plutôt efficace, elle a fait ses preuves. Ce qui ne nous va pas, ce sont les dérives qui ont eu lieu. Nous proposons effectivement, sur le Parlement, de faire un certain nombre d'économies, mais pas simplement, de rendre les choses plus efficaces et plus démocratiques. Donc nous proposons 300 députés et 200 sénateurs, contre 577 et 348. C'est pas qu'une question d'économie. Derrière, il n'y a pas l'introduction de la proportionnelle pour vous, quand même? Si, et c'est ce que je disais, plus efficace et plus démocratique. En parallèle de cette réduction du nombre de parlementaires, à peu près de la moitié, nous proposons la mise en place de la proportionnelle intégrale pour les législatives avec une prime majoritaire de 30%. Donc si vous faites plus de 5% des voix, vous êtes représenté à l'Assemblée nationale, ce qui est un vrai manque aujourd'hui. Il y a beaucoup de Français qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, ce serait réglé par cette réforme-là. Et en parallèle, au-delà de cette proportionnelle, nous redonnerons sa souveraineté au pays. Et donc le Parlement cessera d'être la caisse enregistreuse des directives de Bruxelles. Pourquoi vous supprimez aussi les régions, par exemple? On avait cru comprendre que l'identité, c'était vraiment une valeur importante pour le Front National. Je dirais être corse, alsacien, je ne parle pas du découpage administratif. Oui, mais moi je parle du découpage administratif. Il est évident qu'on ne supprimera pas les régions culturelles. Demain, l'Alsace existera peut-être même mieux qu'avec l'espèce de grande région Grand Est qui n'a pas de sens, ainsi que vous disiez la Corse, puis toutes nos belles régions de France. Qu'est-ce que vont devenir tous vos conseillers régionaux? Et le patrimoine, et les festivals, et bon, tout cela sera encouragé. Nos conseillers régionaux, vous voyez, on en a pourtant beaucoup, mais c'est pas grave. Ils vont être au chômage. On passe... Non, mais il y a un mandat, puis à la fin d'un mandat, nous mettrons fin à tout cela. Ce que nous proposons, c'est une réorganisation sur 3 niveaux. Aujourd'hui, il y a 6 niveaux. Communes, intercommunalité, département, région, État, Union européenne. C'est ingérable, c'est incompréhensible, c'est très cher, c'est très coûteux. Donc il y aura moins d'élus rémunérés, beaucoup moins, c'est vrai, parce qu'on se limitera à communes, département, État. Donc il y aura... Qu'est-ce que vous faites des conseillers territoriaux? Oui, qu'est-ce que vous en faites? Typiquement, ce sont les... Il y a plusieurs niveaux, si vous voulez. Il faut garder le niveau communal avec les maires, avec les conseils municipaux qui sont souvent bénévoles. Ça, ce sera gardé, on pourra même revaloriser le maire. Il y aura le niveau départemental, donc avec les conseillers départementaux qui seront conservés. Et puis il y aura le niveau national. Mais nous n'avons pas besoin de toute cet amalgame inextricable parfois d'intercommunalité. Vous assumez la disparition de certains élus et même de certains fonctionnaires. D'élus rémunérés. Les fonctionnaires, à un instant T, ça ne changera rien parce qu'ils seront réaffectés à la nouvelle collectivité qui reprendra leurs compétences. Mais je crois que ça permettra de faire baisser les impôts locaux. C'est pas que je le crois, j'en suis certain, immédiatement. Ça permettra d'être plus compréhensible, plus démocratique. Ça permettra de sauver ces échelons de proximité que sont la commune et le département. Et ça permettra, je crois, aux citoyens d'y voir plus clair. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les lycées s'occupent des régions, les départements s'occupent des collèges? Tout ça, ça n'est pas clair. Les départements s'occuperont des collèges et des lycées. Les régions ne s'occuperont plus du stratégique parce qu'elles n'existeront plus. Le stratégique sera repris par l'État. Ça permettra une vraie politique d'aménagement du territoire. Justement, pour être un peu clair, est-ce que vous pouvez nous confirmer que votre frère Damien Philippot sera bien candidat dans les législatives dans le Var? Je vous confirme rien du tout. D'ailleurs, plusieurs circonscriptions n'ont pas encore été investies. Je crois que cette circonscription en fait partie, donc j'ai vu cela. Donc il ne sera pas candidat dans la presse d'extrême droite, je crois. Donc c'est une rumeur infondée? Le parachutage de votre frère dans la circonscription de Fréjus dans le Var? C'est une rumeur infondée et c'est une information, entre guillemets, qui vient d'ailleurs d'un journal d'extrême droite. Je m'étonne que la presse française se jette sur ce genre de titre, pourtant régulièrement condamné et à la réputation peu flatteuse. On change de sujet. Vous avez mentionné l'Europe tout à l'heure. On a un peu l'impression que sur la partie européenne de votre programme, il y a un peu une évolution par rapport à l'euro. Vous parlez plus d'ailleurs de la suppression pure et simple de l'euro. Vous parlez plutôt de la coexistence de 2 monnaies.
C'est un peu ça que vous voulez faire. Non. Est-ce que est-ce que vous pouvez clarifier un peu les choses? Oui, non. La France doit retrouver sa souveraineté monétaire. Je vous le dis très clairement. Donc on supprime l'euro ou pas? Bien sûr, et ça ne changera jamais. Nous avons besoin d'une monnaie. On le voit plus que jamais. Je crois que c'est M. Stiglitz qui a publié le prix Nobel d'économie, qui a publié une tribune il y a 2 jours en disant 2017 sera peut-être l'année de la fin de l'euro. Tellement ça devient catastrophique, tellement ça nous plombe, et tellement ça nous plombe économiquement, politiquement, et ça nous oblige à des politiques complètement contre-productives. Donc il faut qu'on ait cet instrument monétaire pour relancer l'industrie, la croissance, l'innovation dans notre pays. On le fera soit parce que l'Union européenne acceptera de se modifier intégralement et nous rendra notamment la souveraineté monétaire, mais pas que, également la souveraineté territoriale. Tout en gardant l'euro, alors. Et la souveraineté économique. Bon. Et donc, il n'y aura plus l'euro. Soit nous le ferons parce que nous quitterons tout simplement l'Union européenne par référendum. L'euro sera remplacé par quoi? Par une monnaie nationale. Donc on revient au franc. Ce ne sera pas le retour à l'ancien franc. Donc il n'y aura pas de conversion à faire, ce sera un nouveau franc et on partira d'une parité, un franc égale 1 euro, donc il n'y aura aucune conversion à faire. Mais ça nous redonnera de l'oxygène. On aura enfin une économie compétitive du point de vue monétaire, on arrêtera de subir ce boulet. Et on arrêtera d'être sous pression politique d'une banque centrale à Francfort qui décide pour nous et qui peut faire du chantage sur nous. Ça, c'est un vrai sujet également. Florian Philippot, oui, les chantiers de l'Atlantique, on passe de battre pavillon italien. Ça ne dérange pas le gouvernement. Est-ce que si vous étiez au pouvoir, ça vous dérangerait? Oui, ça nous dérange beaucoup. Et pourquoi? D'abord parce que non seulement c'est italien, effectivement, il faudrait une solution française. Et nous avons demandé à ce que l'État, via la Caisse des dépôts et consignations, reprenne 51% des chantiers navals. C'est beaucoup trop stratégique, c'est beaucoup trop important en termes d'emploi. C'est vraiment extrêmement stratégique pour le coup. Une intrusion italienne, ça vous dérange dans le capital d'une société comme ça? Alors, oui, je préfère le patriotisme économique. Oui, mais je suis député européen pour défendre. Je suis d'ailleurs député français au Parlement européen. Moi, c'est comme ça que je me considère, et je suis là pour défendre les intérêts de la France contre l'Union européenne. Et surtout, en plus, ce repreneur-là, Fincantieri, qui inquiète les syndicats, je l'ai vu, je les comprends parce qu'il a un projet extrêmement flou et parce qu'il est réputé utiliser, rendez-vous compte, 65% de main-d'œuvre détachée. À 65%, c'est-à-dire 2 travailleurs sur 3 pour ce groupe sont des travailleurs détachés, des gens qu'on va chercher en Europe de l'Est et qui font une concurrence terrible à nos travailleurs français. C'est pas acceptable. Ça n'est pas une bonne solution. Et je trouve étonnant que le gouvernement s'en réjouisse. Florian Philippot, en transition aux USA cette nuit, la décision de Ford de ne pas ouvrir d'usine au Mexique, mais aux États-Unis uniquement, sur pression de Donald Trump. Ça vous plaît, ça? Ça fonctionne. Voilà, le protectionnisme, ça fonctionne. Ford devait ouvrir une nouvelle usine au Mexique. Finalement, il y renonce et ouvrira une unité de production au Michigan. Voilà. Pourquoi? Parce que Trump a agi, a fait œuvre de volontarisme politique. Donc et a menacé d'une taxe. C'est le bon exemple. Il a menacé d'une taxe de 35% en cas de réimportation vers les États-Unis. Eh bien, ça fonctionne. Ford s'est couché. Voilà. Un petit peu de volontarisme politique, ça nous ferait du bien aussi en France. Ça ne fonctionne pas forcément en France. Il y a des régulations différentes. On expliquait aux États-Unis et aux Américains que ça ne fonctionnerait pas non plus là-bas. Moi, je crois. On va voir si ça fonctionne. Je crois surtout, en tout cas, Ford a. Il arrive le 20 janvier, le nouveau président. Certes, mais Ford l'a annoncé. Bon, donc apparemment, ça fonctionne. Mais moi, je vois surtout des gens qui essaient de sauver une idéologie. Voilà. Au mépris de l'emploi, de l'innovation. Et cette idéologie, c'est celle du libre-échange total, en nous expliquant qu'on ne peut jamais faire autrement. Non, je suis désolé, il y a beaucoup de pays qui font autrement, y compris d'ailleurs des pays plus petits que la France, et qui s'en sortent. Alors la France, elle s'en sortira, elle aussi, elle n'est pas plus bête que les autres. Il suffit juste de retrouver un petit peu de confiance en nous et un petit peu de courage. Vous saluez l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche? Je préfère Trump à Hillary Clinton. Au moins, je pense qu'on va aller vers l'apaisement en matière internationale et non pas vers la guerre entre les États-Unis et la Russie, ce qui aurait été dangereux pour tout le monde. Merci Florian Philippot, vice-président du Front National, d'avoir été à l'invité de Territoire d'Info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Voilà, alors que Florian Philippot, le vice-président du Front National, quitte notre plateau, font leur rentrée Denis Jeanbart, Denis ce matin et de Sud Radio. Bonjour Denis. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonne année à tous. Bonjour Yves. Et bonjour Yves Tréhat. Bonjour Cyril. Directeur adjoint de la rédaction. Bonne année. Figaro qui nous a rejoint également. On passe au débrief des propos de Florian Philippot. Alors, est-ce que vous l'avez trouvé convaincant sur sa réforme territoriale où on va supprimer des étages territoriaux, requalifier un certain nombre d'élus dans l'absolu, je pense qu'effectivement,
Bon, c'est un peu aussi le serpent de mer, parce que... Il m'a enlevé le mot. C'est vraiment un serpent de mer, parce que depuis 1982, on cherche justement à simplifier le millefeuille, et puis on le complique toujours. Il n'a pas tort en disant que la réforme qui a été faite par François Hollande n'a rien réglé, parce que c'est pas la taille qui fait la puissance, mais c'est justement l'énergie qu'il y a dans chacune des régions qui fait sa puissance. Simplement, je crois pas, sincèrement, je crois pas que ça soit, je dirais, à l'ordre du jour et parmi les priorités des Français. C'est vraiment pas ce qui me paraît. C'est pourtant des économies possibles. Oui, mais enfin, vous voyez, des économies qui coûtent cher au début, parce qu'en fait, toute réforme de cet ordre nécessite quand même des investissements, et puis ça coûte cher, parce que justement, il faut faire partir des gens et tout ça. Donc je suis pas sûr... À la fin de leur mandat. Ils cherchent... C'est quand même symptomatique, ce sujet, cette captation de sujet, du fait que le Front National cherche quand même à se relancer un petit peu, alors que sur d'autres sujets, on voit qu'il est de plus en plus concurrencé par ses adversaires. Il cherche à se relancer. Pourquoi? Parce que François Fillon est devenu le candidat de la droite et du centre, Denis Jeanbart. Non, d'abord parce qu'il a fait... Le Front National avait adopté, en tout cas Marine Le Pen, une stratégie un peu attentiste. C'est-à-dire elle s'est mise en retrait pour... Elle n'attendait pas François Fillon, clairement, quand même. Sans doute, mais de toute façon, quel qu'ait été l'élu de Républicain, c'était un problème pour elle, parce qu'elle savait bien que... Et elle sait bien que la droite ne peut réussir qu'en reprenant un peu de l'électorat de l'extrême droite qu'elle a réussi à capter sur les Républicains. Donc c'est vrai que le positionnement de François Fillon pose malgré tout, et quoi qu'en dise le Front National, lui pose un problème en effet, parce qu'on voit bien précisément lorsqu'il dit « je suis gaulliste », ça, M. Philippot, ça lui parle, le gaullisme, hein, quand même. Il s'en revendique. Je suis gaulliste et chrétien. Et je suis gaulliste et je suis chrétien. Eh bien, ce sont des messages qui sont envoyés à des électorats très précis qui peuvent revenir vers lui. Ça, c'est électoralement, j'ai envie de dire, très, très, très bien fait. Et donc... ça n'empêche que le Front National est dans une position assez forte, et Marine Le Pen quand même dans cette élection présidentielle. Et elle a choisi une stratégie du silence, pas M. Philippot qui est très présent, mais elle, et on voit bien qu'elle va rentrer dans le débat politique petit à petit. Alors justement, vous parliez de François Fillon hier soir au journal de 20h de TF1. Il a dit, pour moi, il y aura 3 candidats de gauche. Donc il privilégiait déjà lui aussi son combat contre Marine Le Pen. Non, je crois pas. Ça, je ne crois pas. Je pense que quand il dit qu'il y aura 3 candidats de gauche, ça sera la stricte réalité. C'est-à-dire qu'il y aura Mélenchon, il y aura celui qui va sortir de la primaire, et puis il y aura Emmanuel Macron. Il comptait Emmanuel Macron dans les candidats de gauche. Évidemment. Emmanuel Macron, d'ailleurs, il s'est quand même un petit peu regauchisé, Emmanuel Macron. Mais je pense que dans sa tête, il y en a 2 qui compteront plus particulièrement. Enfin, il y en a un qui peut plus particulièrement l'inquiéter. En dépit de ce qu'il dit, c'est évidemment Macron. Et moi, je crois que le vrai clivage et le vrai débat de cette élection présidentielle, et il a été d'ailleurs posé par Florent Philippot tout à l'heure, ça sera l'Europe. Et d'ailleurs, vous l'avez bien vu hier dans la présentation... Jusqu'à présent, assez éloigné tout de même des préoccupations des Français. On voit bien que c'est là que ça va cliver. C'est pas loin des préoccupations des Français, parce que de toute façon, l'Europe a toujours servi de bouc émissaire pour les anti et pour les pro-européens. Dès qu'on a un problème français, ceux qui sont européens disent c'est l'Europe. Ceux qui sont naturellement anti-européens disent c'est l'Europe. Et tout à l'heure, vous avez entendu M. Philippot qui a confirmé fin de l'euro. Mais on voit bien d'ailleurs que ça va être un fort point de clivage, et ça s'est vu hier. Hier, ça s'est vu dans la présentation des programmes de Valls et Peillon, qui sont partis sur le thème européen. Pourquoi le font-ils? Pour se différencier de Mélenchon d'une part, et pour se différencier du Front National. Et d'ailleurs, je pense que François Fillon va devoir se prononcer assez clairement lui aussi sur ce sujet-là. Cela dit, il s'est déjà prononcé dans le 3e débat de la primaire. Il avait dit plusieurs choses. Il avait dit, que lui, de toute manière, était pro-européen, mais qu'il était pour une Europe, si vous voulez, reconsidérer. Il était contre le fait de relancer un projet avec un nouveau traité européen, parce que, d'après lui, ça, on va au casse-pipe. Proposé Valls. C'est ce que proposait aussi Nicolas Sarkozy. En revanche, il est probablement pour une idée d'une Europe des cercles concentriques, qui était un petit peu celle d'Édouard Balladur, et du fait de recentrer l'Europe sur ses missions régaliennes, enfin pas régaliennes, mais précisément, mais sur des missions
qui ne sont pas, qui couvrent pas tout le champ de l'activité humaine. Là, vous avez sans doute raison, c'est que il est programmé une visite à Angela Merkel dans quelques jours pour François Fillon, et donc à ce moment-là, peut-être que le débat sur l'Europe va arriver. Le moteur franco-européen, il est capital, et sans moteur franco-allemand, il n'y a plus d'Europe. Denis Jean-Bart. Non, mais je partage tout à fait. Moi, j'ai beaucoup regretté que dans la primaire de la droite, on n'aborde pas assez cette question européenne. Soi-disant, ça n'intéresse pas les Français. Sauf que c'est au cœur de nos affaires et c'est nier la réalité. La France a transféré beaucoup de pouvoir à l'Europe. C'est là-dessus, d'ailleurs, que surfe le Front National en disant « nous, on ne veut plus de ça ». Et on l'a encore entendu là, tout à l'heure. Et d'ailleurs, moi, je trouve que le débat sur... Moi, je suis pour l'euro, mais c'est un bon débat. Pourquoi l'euro nous pose le problème? Parce qu'on n'est pas allé au bout du projet, qu'on n'est pas allé au bout des convergences économiques et de la réforme nécessaire politique et économique de l'Europe. Et je trouve que c'est un débat qui devrait figurer dans cette élection présidentielle. Et les candidats pro-européens devraient s'emparer de ce débat pour s'opposer au Front National et montrer ce que seraient les conséquences d'une politique de sortie de l'Europe. Oui, non, c'est sûr que l'Europe, elle a été singulièrement absente du débat de la droite, alors que la ligne de fracture depuis 2005, notamment, on voit bien dans le débat politique, il est entre ceux qui veulent plus d'Europe et ceux qui n'en veulent plus du tout. Hein. Plus d'Europe ou de l'Europe différemment. Et c'est vrai que à l'élection présidentielle, on risque très fort d'avoir une distinction, enfin que le Front National retrouve d'ailleurs sa singularité là-dessus, parce que je vois pas Fillon rejeter l'Europe, je ne vois pas Macron évidemment qui est très européen. Enfin, il n'est pas anti-européen d'ailleurs. Mélenchon, il est toujours pour l'euro. Il est pour, oui, mais il a quand même recentré, enfin il a décalé, radicalisé son discours sur l'Europe justement parce que il voit très bien qu'il y a une partie de son électorat qui est tenté par le front, par le vote Front National. Donc, mais vous jugez que c'est un élément mobilisateur pour l'électorat l'Europe? Jusqu'à présent, ça n'a jamais été. Mais vous savez, on dit que c'est pas de montrer que c'est un sujet important. Et les référendums de Maastricht, sur Maastricht et sur la Constitution européenne, ont montré qu'il y avait un réel appétit pour l'Europe. Je vous rappelle que le référendum sur Maastricht, c'était en septembre 92 ou 13, et que sur les plages, tout le monde lisait le traité de Maastricht. Merci Yves Tréhard, merci. Denis Jean-Bart, on passe au zapping politique, le premier zapping des matinales d'infos que l'on regarde ensemble. Vous vous voyez à l'Élysée? Oui, je me vois à l'Élysée. Je me vois en situation de répondre plus efficacement à un certain nombre des grandes questions qui sont posées aux Français, aux seniors comme aux jeunes. C'était les cadras. Ils sont aujourd'hui quinquas, bientôt sexta pour certains. Ils se connaissent par cœur, ils ont comploté ensemble. Manuel Valls et Vincent Peillon présentent tout à l'heure leur projet. Il était temps, à moins de 20 jours du premier tour. Une semaine de réflexion pour penser un projet présidentiel. On n'est pas clairement dans l'improvisation. Mais attendez, on n'improvise rien, c'est pas une semaine de réflexion. Manuel Valls est en politique depuis 30 ans. Je défends un programme de transformation concret du système économique et financier. Ce sont des réformes audacieuses, mais réalistes. Des solutions qui marchent. Il a été Premier ministre, il a eu à affronter des crises, il a une expérience. Donc pendant qu'il était aux responsabilités, il pensait à son projet présidentiel. Vous cherchez toujours Caroline Roux, la petite bête. Manuel Valls, vous l'avez vu dans la dernière primaire, on le sait depuis des années, il incarne plutôt l'aile droite du Parti socialiste. Il se recentre aujourd'hui. C'est possible. Moi, je ne me recentre jamais, parce que je n'ai jamais quitté le centre. J'ai toujours tenu les mêmes propos, j'ai construit les mêmes projets, j'ai eu les mêmes attitudes. Et donc, je n'ai pas à changer en fonction des circonstances. Je refuse cette vaste purge que nous prépare François Fillon. Réduction drastique du nombre de fonctionnaires. Et donc, moins de services publics, moins de professeurs et de classes dans nos écoles. C'est aussi parce que la gauche dit que vous allez aggraver les inégalités sociales, que vous êtes venu ici rassurer peut-être les Français. Je viens vous expliquer que la gauche porte, avec la droite d'ailleurs, une grande part de responsabilité dans la progression de la pauvreté. Regardez le programme de M. Fillon. Des bénéfices pour quelques-uns, des sacrifices pour tous les autres. Un salarié me disait que c'était que de la com, tout ça, et qu'on ne découvre pas Emmaüs via une visite guidée avec des journalistes. Vous lui répondez quoi? Il fallait pas que vous veniez alors. Oui, Fillon va nous rendre malades. Parce que le projet qu'il a sur la santé est un projet qui est catastrophique, dans lequel, très objectivement, les seuls qui continueront à être soignés, ce sont les riches et les clandestins. Je réformerai la sécurité sociale. J'ai été amené, compte tenu
de l'excès de critique à préciser un point, mais je vais vous dire... Préciser, pardonnez-moi, modifier. Non, vous disiez, cela passe par un panier de soins solidaires dont sont exclus les soins de confort et la bobologie. Mais 25 novembre dernier. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Moi, je voulais vous parler de votre équipe de campagne. Vous êtes près de 80, vous avez le record des candidats primaires socialistes, puisque Arnaud Montebourg n'est qu'à 77, Manuel Valls à 18 et François de Rugy à 3. Je voulais que vous répondiez un petit peu à ces accusations d'armée mexicaine. Ce n'est pas dans mes grandes ambitions pour la France. Je vous remercie de la qualité de votre question. Et comme on m'a indiqué à l'instant que la séance était finie, elle est finie. Merci beaucoup. Voilà, c'était Territoire d'info sur Public Sénat avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle matinale d'info. Merci à tous et bonne journée. Politique Matin, présenté par Brigitte Boucher, dans un instant. La séance est ouverte. Les fichiers de police doivent faire l'objet d'une loi. Amendements, débats, adoption, vote. Nous sommes tous attachés à la liberté de circulation des travailleurs européens. Il faut imaginer des solutions plus exhaustives et plus modernes. Suivez toutes les séances parlementaires de l'Assemblée nationale, aujourd'hui à 9h30.